remplir un carnet d'entraînement, c'est facile, quoi. On est des milliers à pouvoir le faire. Un rêve aussi dont je n'ai pas trop parlé, je crois que je l'ai peut-être dit dans un interview avec Bob Babbitt, mais c'est un peu passé inaperçu, mais on va en profiter maintenant. Mais j'ai un objectif qui est de battre le record à Hawaï dans chaque discipline. Donc l'an prochain, j'y vais pour battre le record à pied. Et ensuite, l'année d'après, j'irai prendre la natte. Et comme ça, j'aurai les trois. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode hors catégorie, j'ai l'immense joie d'accueillir un immense champion du triathlon, Sam Laidlow. Et quel champion! Notamment le champion du monde Ironman 2023 à Nice, le premier Français champion du monde, le plus jeune Français champion du monde, et également le recordman sur la distance vélo. Alors Sam, bienvenue, merci d'accepter l'invitation, surtout que cette semaine, à mon avis, elle est quand même bien chargée vu l'actualité du week-end. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être de retour ici à Nice. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu. Ça me rappelle de très bons souvenirs forcément. Et je m'excuse d'avance si je cherche mes mots parce que pendant 3 semaines, là, j'ai parlé anglais avec ma famille et mon équipe. Et quand j'ai vu mon vidéo juste avant, je me suis dit, oh, ben, j'ai pas parlé français depuis un moment. Donc peut-être que je vais chercher mes mots un peu trop. Aucun problème, t'inquiète pas. Écoute, pour partager cet événement avec moi, j'ai l'honneur d'avoir Jackie, qui est le responsable triathlon chez Ecoy depuis 18 ans, qui tenait à faire partie de cet événement. Bienvenue Jackie, merci pour ta présence. Merci Céline. Sam, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Je tenais à y être. Cette interview, c'était important de parler de ton expérience du passé également et mieux te connaître. Alors, on te connaît par tes performances, mais j'ai la chance de te connaître depuis quasiment 20 ans maintenant. Et il y a quelques petites anecdotes qui m'ont fait réagir de manière justement à faire participer nos followers et leur faire comprendre et savoir comment tu es arrivé aujourd'hui là. Donc moi, j'ai ce souvenir de 2016. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure déjà avec la question de Céline. Mais est-ce qu'on peut dire que ce jour-là, Sam a découvert un mental différent par rapport justement à cette approche pour aller au bout, comme tout finisher? Oui, après, j'aime pas dire ouais, j'ai un mental d'acier parce qu'il y a eu plein de moments dans ma carrière où j'ai aussi pas fini de course et s'il y a des gens qui regardent ça, j'ai envie qu'ils sachent que c'est tout à fait normal aussi parfois de ne pas finir de course. Et il y a même des fois où c'est sûrement la meilleure décision à prendre. Parce qu'au final, le plus important, ça reste la santé. Il y a des fois où, par exemple, Hawaï l'an dernier, si c'était à refaire, je ne sais pas si c'était le meilleur choix de pousser mon corps jusqu'à la ligne d'arrivée parce que j'ai mis 6 mois à m'en remettre et je me suis vraiment mis dans des sales états, même on va dire émotionnels après cette course. Donc, alors que si j'aurais arrêté la course au kilomètre 20, peut-être que je l'aurais vécu différemment. Mais Cannes, ouais, quand j'ai fini cette course et que ça a fait autant le buzz, c'est vrai que ça m'a. Ouais, j'ai reçu plein de messages de soutien qui m'ont dit que j'allais être un grand jour et c'est sûr que quand tu as 18 ans, ça fait toujours plaisir. Et pour moi, rien que de mener le vélo devant Gomez déjà pendant 50-60 km, je sais plus ce que c'était déjà un rêve. Donc voilà, je pense que ça me tenait à cœur de finir la course pour un peu valider cette partie de course au moins. Quand tu es arrivé dans la cour des grands, dans la cour des élites, c'est quoi ton meilleur souvenir lié au triathlon? J'ai quand même un souvenir qui m'est resté à mes premiers championnats du monde Ironman. C'était à Saint-Georges dans l'Utah et en fait je me retrouve dans le premier pack et il y a un moment où en fait je mène la course et il y avait une vue incroyable quoi sur l'Utah et je me suis dit putain je me souviens très clairement, je me suis dit dans ma tête c'est ça d'être sur le toit du monde. Et même si j'ai pas gagné la course et je savais que j'allais pas la gagner, mais voilà quoi, moi mon rêve c'était de mener les plus grandes courses du monde et j'ai eu ce moment où ça m'est arrivé. Et j'essaye maintenant à chaque fois que je suis dans un championnat du monde ou dans un Ironman et que je mène de repenser à ce moment-là et de me dire ok c'est vraiment ça dont tu rêvais quand tu étais gosse. Et c'est un réel privilège de faire ça comme métier. Ouais. Alors dans ta carrière qui est pas encore terminée, qui est encore longue, tu as connu des bons et des mauvais moments. Lequel que tu retiens? Aussi bien bon que mauvais, lequel que tu retiens? Forcément mon titre. Mon titre il y a 2 ans ici à Nice, c'était un moment incroyable parce que pour tellement de raisons en fait, de faire ça ici. J'avais vécu une année vraiment difficile. J'avais eu
aucun résultat. J'avais fait un DNF à Roth et un DNF à l'Ironman de Lanzarote. Et en fait, il y avait énormément de pression ou en tout cas, moi, je ressentais énormément de pression parce que l'année d'avant, j'avais fait deuxième à Hawaï et Gustave, qui avait gagné, lui ne faisait pas la course. Et donc là, j'étais en France et j'étais le favori de la course. Et pourtant, j'avais eu 0 résultat toute l'année. Donc, et j'ai eu le Covid 3 semaines avant la course. Donc, c'était vraiment, j'ai surmonté en fait plein de trucs cette année-là. Et je pense que ce titre, c'était vraiment la récompense de tous ces moments de galère. Et voilà, de faire ça ici en France, avec mes amis, devant ma famille et tout, c'était un moment incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, ensuite, j'ai tellement vécu un haut dans ma vie que ensuite, bah, comme tout, hein, mais j'ai vécu 2-3 mois un peu difficiles parce que depuis que j'avais 6-7 ans, je savais exactement pourquoi je me levais le matin. Et c'était pour être champion du monde Ironman. Et là, tout d'un coup, je l'avais, quoi, ce truc. Et donc, je ne veux pas dire que je ne savais pas pourquoi je me levais le matin, parce il me reste encore Hawaï à gagner, mais je me posais quand même la question de me dire, en fait c'est pas tout, quoi, un titre mondial. Tu peux avoir un titre mondial et être malheureux dans la vie. Donc voilà, maintenant, j'ai pas la même vision. Même je dirais que là, depuis le début d'année, j'ai complètement changé de vision. Pour moi, j'essaie de profiter un max de ces années parce que je pense que quand j'aurai 60 ans, je me dirais c'était quand même incroyable ce que j'ai vécu. Pour parler un peu de l'envers du décor, pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent moins bien, comment s'entraîne Sam Laidlow et c'est quoi une semaine type pour toi, Sam? Comment s'entraîne Sam Laidlow? Il s'entraîne, je dirais, sûrement moins que la plupart des pros. Il s'entraîne avec un but précis à chaque entraînement. Mais aussi, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir un équilibre et d'être dans un environnement qui te rend heureux. Mais bon, globalement, je nage 3-4 fois 5 km. Je vais faire 2 séances d'home trainer et sûrement 2 ou 3 sur route dehors, avec une sortie plutôt longue, je dirais, qui fait entre 4 et 5 heures. C'est rare que je dépasse 5 heures. Et ensuite à pied, entre 40 et 80 km semaine, selon la période. Ce qui est très important aussi, c'est après une coupure, c'est de remonter vraiment crescendo, de ne pas se mettre direct à faire 25 heures. Mais pour moi, les plus grosses semaines, elles tournent autour de 25-26 heures maintenant. Mais comme je disais avant, quand je vais pédaler, je pédale, quoi. Ou quand je vais courir, je cours. Donc voilà. Mais au final, je dirais que tous les pros, on s'entraîne tous, j'ai entre 20 et 30 heures, peut-être un peu, et certains peut-être plus, mais en fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est pas l'entraînement en lui-même, c'est tout le reste, c'est le soutien, l'équipe que tu as, que ce soit la nutrition, le sommeil, tout le reste, c'est ça qui fait vraiment la différence. Parce qu'en fait, remplir un carnet d'entraînement, c'est facile, quoi. On est des milliers à pouvoir le faire. Donc voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions, trouver quel est le facteur limitant dans ta performance et y aller comme ça petit à petit, je dirais. Quand tu parles de facteurs limitants, il y a un facteur qui est important chez toi, c'est celui qui gagne à la fin, c'est le mental, et on peut dire que Sam aujourd'hui gagne au mental. Il y a des courses que j'ai gagnées au mental, ouais. Et je pense même si je gagne, enfin, si je gagne les courses que je gagne, pardon, je suis pas le mec le plus entraîné, je suis pas le mec avec les meilleurs chiffres, mais oui, il y a une part de mental, surtout sur une épreuve longue comme l'Ironman. Je pense que quand tu dépasses 7 heures d'effort, dans cette dernière heure d'effort, tes motivations profondes sont très importantes parce qu'il faut vraiment, vraiment le vouloir. Et on souffre énormément. Enfin, moi, je vois des fois des athlètes des athlètes, que ce soit pro ou groupe d'âge, qui ont des mentales, ouais, des mentales super, super forts et résistants, même meilleurs que les nôtres. Donc, je dirais pas que c'est le mental le jour de la course, c'est une chose, mais ce qui est dur, c'est pendant des années, des années, continuer de croire en son rêve. Il y a beaucoup de gens, ils ont un rêve, et puis chaque année, il y a des enfants, enfin, il y a des ados, par exemple, à 15 ans, ils ont pour rêve d'être champion du monde Ironman. Et puis ils arrivent à 16-17 ans,
ils sont à la fac, ils ont un métier ou quoi. Ils disent, bon, bah, peut-être qu'en fait, mon rêve, c'est juste d'être pro. Ou peut-être que mon rêve, ensuite, c'est juste de faire ci. Et donc, enfin, moi, vraiment, j'ai essayé de jamais, jamais me laisser me dire, ok, bon, ben, faire un top 5 au championnat du monde, c'est suffisant, quoi. Pour moi, c'est tout, je veux toujours plus. Et même si c'est un peu malsain parfois, je pense que c'est ce qui a conduit à ma réussite pour l'instant. Ouais. Alors, tu as été aussi un élément déclencheur dans le triathlon, c'est par l'intermédiaire de ta communication. On sait que la communication est devenue importante aujourd'hui, aussi bien que pour toi-même, pour les partenaires ou la visibilité médiatique que tu ramènes. Tu gères ta communication, comment tu gères ça au quotidien? Parce qu'aujourd'hui, tu as ta propre chaîne YouTube, tu as des éléments moteurs au travers de toi qui t'aident justement là-dedans. Comment tu gères ta communication aujourd'hui? Ouais, la communication, en fait, c'est super important. Après, moi, ma motivation pour faire ça, elle vient plutôt de cet aspect-là où j'expliquais que le triathlon, malheureusement, ça reste un sport. Enfin, tous les sports d'endurance, ça reste un sport un peu ennuyant à regarder souvent. Si t'es pas dedans, quoi, si t'es pas passionné de triathlon, le mec il va pas se regarder 4 heures de vélo comme ça, quoi. Donc il faut amener sa touche, il faut raconter son histoire, parce qu'au final les gens, ce qu'ils trouvent intéressant, c'est l'histoire d'une personne, quoi. C'est le côté humain. Et donc moi c'est ce que j'essaye de partager, quoi. Je fais rien de fou, mais j'essaie de partager au maximum ce qui se passe, et autant les hauts que les bas. Mais c'est sûr que c'est pas facile, surtout en fait quand j'avais fait deuxième à Hawaï en 2022. euh, En fait, c'est ça 2022? 2022. 2022. En fait, quand j'ai fait deuxième en 2022, ma vie a vraiment changé, quoi. Je suis passé d'être personne, quasi zéro sponsor, à tout d'un coup avoir tous les plus gros sponsors très rapidement. Et donc, je suis passé de 0 à 100 comme ça. Et en fait, j'étais jeune et j'avais cette énergie de pouvoir tout faire, quoi. Et en fait, je pense que pendant 2 ou 3 ans, tu gardes le niveau parce que tu as travaillé pendant des années, des années, des années. Et en fait, moi, à Hawaï, quand j'ai fait deuxième, ma force, c'était d'avoir une vie vraiment simple avant. Là, quand je suis retourné à Hawaï l'an dernier, ça n'avait rien à voir, quoi. J'avais une équipe de 8 personnes avec moi. Toute la semaine avant la course, j'avais des interviews, des ci, des ça. Et forcément, bah, si tu fais ça pendant 2 ans, des interviews, des vidéos YouTube, des trucs, bah, tu n'as plus la vie simple que tu avais. Donc ça dure un certain moment. Mais après, c'est important de savoir dire non, de savoir trouver cet équilibre. Et aussi d'investir dans ça. Moi, encore il y a 10 mois, c'était encore moi qui gérais mes réseaux. Et là, maintenant, j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Et même si moi, je lui dis souvent quoi poster, ou même des fois, c'est encore moi derrière le téléphone qui poste, mais juste pour gérer tout ça, quoi, parce que j'ai 18 partenaires. Et chaque partenaire, t'imagines, si chaque partenaire veut juste un réel par mois, bah, tout d'un coup, tu postes plus que tous les 2 jours, quoi. Donc, et poster, c'est une chose, mais tu dois ensuite créer le contenu. Donc, tu devrais créer du contenu quasi tous les jours. Mais donc, voilà, j'ai trouvé un bon équilibre là. Et cette année, je me suis un peu reconcentré sur juste nager, pédaler et courir. Et pas vouloir tout faire, mais bon, il faut trouver un équilibre. Ouais. Alors, on va passer sur un côté un peu qui me plaît chez toi, ton côté un peu simple et blagueur. Parce qu'au quotidien, tu es quelqu'un comme ça, et c'est ce qu'on apprécie chez toi. J'ai quelques questions que je vais te poser, puis tu vas me répondre par vrai ou par faux. Ok. Tu consommes plus de 6000 calories par jour en période de charge. Vrai. Je dis juste vrai ou faux à chaque fois. Hein. Vrai ou faux? Ouais. Tout à fait. Tu as déjà raté un des pas de course à cause d'un oubli de matériel? Faux. Après, j'ai déjà oublié beaucoup de matériel sur mes courses, mais faux. C'est pour ça que je la pose la Ouais. question. Tu détestes courir quand il pleut? À vrai dire, j'aime pas trop courir sous toutes les conditions. Pour un Anglais, Là, ça va, on va dire faux. tu n'as jamais nagé en eau libre sans combinaison? Si, faux. Faux. Oui, j'ai déjà nagé en combinaison. Bah oui, parce que sans combinaison selon la température de l'eau aussi. Ton surnom d'enfance? La machine. Mon premier coach, enfin coach du club d'aquasport, il m'appelait Wilkinson
comme le joueur de rugby parce que je crois que c'était le seul joueur de rugby qui connaissait, qui était anglais, qui avait des grosses cuisses. Et moi, je pédalais déjà fort sur les pédales et donc il m'appelait Wilkinson. D'accord. Donc c'était faux, mais ça fait plaisir à entendre. Ouais. Je vais passer sur le côté un peu, on va dire, caractère, émotion et connaissance du secteur autour de toi, hein. Tu parles beaucoup de ta famille, de ton entourage. Je vais te donner des noms et tu vas me dire ce que tu ressens par rapport à ça. Si je te dis Marc. Marc, M-A-R-K. M-A-R-K, Marc. Marc, c'est mon oncle. C'est du coup, le frère de mon père et les deux faisaient du triathlon à haut niveau, jeune. Et ensuite, il a eu des soucis de santé. Donc, lui, il a un défibrillateur et un pacemaker. Et donc, il a dû arrêter. Mais là, il vient quasiment à toutes les courses que je fais. Et ouais, ça me fait. Je pense qu'il vit un peu sa carrière à travers la mienne. Et c'est un vrai honneur ouais, qu'on puisse partager tout ça ensemble. Alors je vais te dire en anglais le temps, parce que c'est un temps qui a résonné pendant de nombreuses heures à Hawaï, 3:57. 3h57, ouais. Donc c'est le temps que j'ai fait en vélo à Hawaï, et c'est le seul temps en vélo en dessous des 4 heures. Cette barre, elle était un peu mythique, et je m'en souviens quand j'ai signé avec Canyon, je leur ai dit la prochaine fois que je vais à Hawaï, je ferai moins de 4 heures, quoi. Et ils me disaient mais qu'est-ce qu'il raconte, enfin, déjà calme-toi. J'ai dit on va, parce que j'avais fait 4h04, mais enfin, moi j'ai fait 4h04, je crois que le record c'était 4h09. Donc en gros, en quelque sorte, il fallait aller 9 minutes plus vite que tout d'un coup. Mais bon, enfin, on l'a fait. Et maintenant, par contre, il faut que je fasse ce 3h57 et que derrière je cours vite. Mais je compte bien le faire. Ouais. Et j'ai un peu un rêve aussi dont j'ai pas trop parlé. Je crois que je l'ai peut-être dit dans un interview avec Bob Babbitt, mais c'est un peu passé inaperçu. Mais on va en profiter maintenant. Mais j'ai un objectif qui est de battre le record à Hawaï dans chaque discipline. Donc l'an prochain, j'y vais pour battre le record à pied. Et ensuite, l'année d'après, j'irai prendre la natte. Et comme ça, j'aurai les 3. Eh ben, le rendez-vous est fixé et je serai présent. Pur, P-U-R-E. Pur, ça signifie plein de choses. Si on parle vraiment en détail et précisément, on va parler de notre casque qu'on utilise, mais c'est un mot qui définit bien Ekoi et la stratégie, que ce soit, et même ma performance à moi, c'est que parfois, il ne faut pas chercher à compliquer, à trop tout compliquer, surtout quand nous, on a déjà 3 sports. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est le plus important. Et pour nous, en vélo, c'est simple, hein, c'est la puissance et l'aérodynamique. Donc, moi, j'essaye de m'occuper de la puissance. Et avec mes partenaires, on essaye de se focaliser sur l'aérodynamique. Et on a le casque le plus rapide du marché. Donc, on a beaucoup, beaucoup de chance. Et on l'a vu très clairement à Hawaï l'an dernier. Ouais. Théo. Théo, c'est un de mes meilleurs amis. On partage même un tatouage que je montre rarement, mais c'est un tatouage de VG. Et il est venu quand j'ai gagné à Nice il y a 2 ans. Et c'est un super gars. Et en fait, je pense que depuis très jeune, on se connaît. Et on a toujours su que l'un et l'autre, on allait faire quelque chose de fou. Et je pense sincèrement qu'il gagnera l'UTMB un jour. Et je l'ai toujours dit. Et là, cette année, bon, c'était son premier UMB, il a longtemps mené, et puis il a chuté, et il a dû abandonner. Mais voilà, c'est un de mes meilleurs amis et quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Et je l'espère un jour le voir gagner l'UTMB et surtout être présent comme lui, il était pour moi. Et le dernier prénom, je vais le dire en anglais, Richard. Richard, du coup, c'est mon père, c'est mon entraîneur. Et ouais, on a sûrement un des liens les plus forts du sport, et c'est ma force en tout cas. Et pour moi, juste gagner un championnat du monde, c'était pas mon objectif. Et donc, dans le sens où je voulais pas juste gagner un championnat du monde avec n'importe quel coach, je voulais le gagner avec mon père et avec ma famille, et de pouvoir faire ça. J'ai toujours rêvé en fait. J'ai une image très très claire de moi et ma famille sur la ligne d'arrivée avec la banderole dans les mains. Et il y a 2 ans, quand j'avais gagné, on n'a jamais eu cette photo. Donc voilà, si je gagne à Nice ou si je gagne à Hawaï, je ferai en sorte qu'on ait cette photo. Ouais. Tu me passes un message là? Je l'ai bien compris.
Passons sur quelques petites anecdotes, Sam, parce que tu as quelques petites anecdotes et je remercie la collaboration de ton entourage, je connais beaucoup de choses sur toi, mais pas tout. Euh, Si on pourrait parler de design et collaboration pour tes partenaires. Ouais, moi, c'est le côté artistique, en fait. Je dirais que c'est une partie de ma vie que j'ai jamais trop abordée. Ma mère, elle était dans le monde du design et de l'art. Et en fait, elle a suivi mon père dans ses rêves à lui de créer, d'organiser des stages de triathlon. Et donc, moi, j'ai un peu grandi dans ce milieu-là. Mais, euh, mais j'ai jamais pu, que ce soit à travers ma scolarité ou autre, explorer un peu mon côté artistique ou de créateur. Et quand je peux et que j'ai l'opportunité, j'aime vraiment beaucoup développer soit des nouveaux produits, mais aussi juste des nouveaux designs, quoi. Donc j'ai eu la chance de faire ça avec Canyon, avec mon vélo et Oka, avec des chaussures aussi. Mais c'est un truc que j'adore, mais qui aussi prend du temps. Et je pense que quand moi, je serai un peu moins à l'avant de la course, peut-être quand je serai plus vieux, j'aimerais beaucoup travailler avec les marques vraiment sur ça parce que c'est un truc qui me passionne. Dont le design que tu as fait pour nous avec le casque Pure Aero Red Bull qu'on voit derrière toi. Tu as participé justement à ce design avec vraiment quelque chose qui te signifie très personnellement. Je vois pas. Ouais, non, non, le casque Red Bull, forcément, c'est un truc qui, pareil, c'était un peu un rêve de gosse pour moi, même si ça reste le logo Red Bull, et il y a il y a peu de personnalisation sur ce casque, mais ça, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai signé aussi avec eux, c'est que moi, quand j'étais gamin, je voyais un casque Red Bull, de suite, je disais, oh putain, c'est cool, quoi, et peu importe le sport, et donc c'est cool qu'en triathlon, maintenant, on est ça, et je trouve que ça rend super bien, ouais, sur Ouais. le Pure Aero. Bah, nous, on est fiers d'avoir cette collaboration avec toi et avec Red Bull parce que d'être mis en avant avec une marque telle que celle-ci, ça fait toujours plaisir. Si je te disais la question cuisine, Cuisine, écoute, je pense que c'est un aspect super important pour moi et ma famille. J'ai grandi, comme je disais, avec mes parents qui cuisinaient pour des stagiaires de partout du monde et parfois, enfin, eux, ils cuisinaient, j'ai toujours partagé des repas et je trouve que c'est un moment très très important parce qu'au final, on a tous une vie de plus en plus un peu rapide et les repas, ça reste le seul moment où tout le monde vient ensemble et tout le monde se pose 2 minutes, quoi, et on se parle de la journée ou d'autres choses, quoi. Et, euh, et donc moi, j'adore cuisiner et c'est aussi très important pour la performance, quoi, de s'alimenter avec des bons produits. Ça ne veut pas dire que je vais pas manger, je sais pas, une pizza ou un kebab après la course, mais là où j'habite, on a des supermarchés locaux et moi, je trouve ça hyper important, quoi. si on parlait un peu d'amitié et de stabilité sociale. Ouais, trouver un équilibre qui est le sien. Moi, j'ai des adversaires qui sont très très forts, mais moi, je ne pourrais pas vivre ma vie comme eux, quoi. J'ai des adversaires qui pensent vraiment que à s'entraîner. Euh, pour moi, j'ai besoin peut-être un poil moins m'entraîner, mais d'être heureux. Et pour être heureux, bah, faut avoir des amis, faut aller peut-être un coup boire un coup avec des amis ou aller au resto avec sa copine. Et ça, c'est un truc. Moi, ma copine, elle est un peu plus relax que moi. Même si moi, je suis quand même très focus, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre parce que ça, grâce à elle, on va dire que j'en fais pas trop. Par le passé, je suis déjà parti à Formeux pendant 3 mois, m'entraîner comme un moine, et ça m'a pas réussi. Donc voilà, faut pas juste s'entraîner comme un bœuf et pas être content. Je pense que vraiment un des gros facteurs de la performance, c'est à quel point on est heureux. Donc faut mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour être heureux. Est-ce qu'on peut dire que ces performances sont liées entre passion et plaisir? Bien sûr, ouais, les performances sont liées entre passion et plaisir. Pour moi, je pense que même si, comme je dis avant, je suis pas celui qui s'entraîne le plus ou qui veut s'entraîner le plus, mais je pense que je reste quand même un des mecs les plus passionnés. Je suis vraiment un amoureux de mon sport. Euh,
Et c'est pour ça que, pour en revenir aussi à la communication, c'est que j'ai envie de partager ce sport et de le faire grandir. Et si moi, je peux ramener une toute petite pierre à l'édifice grâce à ma carrière, bah, c'est le top, quoi. Mais écoute Sam, on arrive donc à la fin de cet échange. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir et d'épauler Céline dans cet échange ici. C'était vraiment passionnant. On peut te déterminer comme un athlète stratège, blagueur, passionné dans le monde du triathlon et avec un mental d'acier qui remplit vraiment ce mot Ironman. Donc pour nous, c'est la fin d'une histoire aujourd'hui. Mais cette histoire, on va la continuer ensemble parce que je pense qu'il y a une longue carrière qui t'attend avec des grands titres. Et on va passer par Nice bientôt, il y aura Hawaï l'année prochaine. Et voilà, reste authentique et surtout continue à être intense comme tu es. Change rien parce que je pense que tu es dans la bonne ligne pour aujourd'hui être suivi par nombreux et je pense qu'ils sont nombreux derrière les caméras à pouvoir penser la même chose que moi. Merci beaucoup, Jackie, j'apprécie vraiment. Alors quand on a annoncé la présence de Sam, ça s'est vraiment remué sur les réseaux sociaux. On a eu plein de questions. Donc je suis là pour vous les retranscrire. Alors Sam, j'ai Inès Endurance qui veut savoir, comme tu t'entraînes depuis l'âge de 4 ans, comment tu expliques cette passion? J'imagine que ça vient de papa. Ouais, donc moi, mes parents, ils sont installés en France. En fait, ils sont tous les deux anglais pour changer leur vie et aussi comment dire, donner à leurs enfants un environnement un peu de rêve. Et en fait, du coup, ils ont organisé des stages de triathlon en France. Et donc, ils sont installés pas loin de Perpignan, donc il y a 22 ans maintenant. Et en fait, moi, du coup, j'ai grandi en fait en voyant des triathlètes venir de partout du monde, de plein de milieux différents, mais tous avec ce même rêve qui était souvent l'Ironman et Kona. Donc un peu naturellement, moi je me suis mis à ça, même si petit j'ai essayé plein d'autres sports, j'ai fait du judo, du handball, du rugby, à peu près tout quoi, mais au final mon rêve c'était vraiment d'être champion du monde Ironman. Et pour moi voilà, c'était tout à fait normal, même si je me souviens très bien d'une fois à l'école, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard et j'avais écrit triathlète professionnel et j'étais très très jeune et ils m'ont dit que c'était pas un métier quoi. Mais voilà, j'en ai fait un métier en tout cas. Bah, s'ils te regardent aujourd'hui, ils vont comprendre qu'ils avaient tort. Mais du coup, à quel âge tu as fait ton premier triathlon? J'avais 4 ans quand j'ai fait mon premier triathlon ouais, Ah ouais, d'accord. aux Angles. J'avais pas le droit, il fallait avoir 6 ans je crois. Et on a négocié et au final on a eu le droit, on avait le droit si mon père le faisait, il me suivait pendant toute la course. Et, parce qu'ils s'inquiétaient, enfin ils avaient peur que je me noie ou quoi. Et au final mon père, il y avait d'autres gamins qui avaient 6 ans qui se noyaient, il les a aidés eux, mais moi ça va, je me suis débrouillé. Ouais. Excellent. Alors, j'ai Diana Spirit qui veut savoir. Alors, tu as été vice-champion du monde à Kona en 2022 avec ce record vélo. Quelle fierté, parce que c'est vrai que ce n'était pas ton sport de prédilection premier. Toi, c'était le triathlon en global. Mais là, le vélo, c'est incroyable cette perf. Ouais, pour moi, j'ai toujours eu plus de facilité en vélo que les autres sports. Et après, pareil, pour moi, c'était un rêve. Enfin, ça a toujours été un rêve pour moi d'être champion du monde, mais aussi, je voulais vraiment être le meilleur cycliste. Parce que c'est là où je prends le plus de plaisir. Et c'est de plus en plus dur parce qu'il y a des gros cyclistes de nos jours. Mais de pouvoir prendre le record vélo à Hawaï comme ça, quand j'avais 23 ans, je m'y attendais tellement pas. Et j'avais pas de sponsor vélo, j'avais du scotch j'avais scotché ce qu'on appelle les TT bars, Les prolongateurs. Les prolongateurs, merci. Et donc ouais, je m'y attendais pas du tout, sans études aérodynamiques ou quoi, d'aller chercher ce record. Et donc forcément après, quand j'y suis retourné 2 ans après, je suis allé encore peut-être 7 minutes plus vite encore. Donc voilà, c'est le soutien maintenant que j'ai, c'est incroyable. Et jamais t'as pensé faire une carrière cycliste? J'y ai pensé jeune, j'y ai aussi pensé pendant le Covid parce qu'il n'y avait plus trop de courses, il y avait plus trop de triathlon, mais par contre il y avait encore quelques courses cyclistes. Et d'ailleurs j'ai acheté un van et je suis allé en road trip tout seul faire les championnats de France de contre-la-montre. Et je me suis fait ouvrir les fesses. Et donc je suis resté en triathlon. Non, c'est très très différent. Je connaissais pas l'expression. C'est très différent. En fait, en cyclisme, je pense que si un cycliste faisait notre effort et que tu le mettais à Hawaï et qu'il devait faire 4 heures sur un vélo contre la montre, je pourrais être très compétitif, mais en cyclisme, c'est totalement différent. Il faut être bon tous les jours.
c'est des efforts très, très punchy, quoi, et donc c'est tout à fait différent, quoi. Donc, et puis, en fait, moi, j'apprécie vraiment le style de vie du triathlète comparé à celui du cycliste. Le cycliste, il est en stage ou en course sûrement plus de 200 jours par an. Moi, et en plus, le cycliste, c'est un employé, en fait, alors que nous, on est notre propre boss. Je suis Et on d'accord. peut choisir les courses qu'on veut faire. Si moi, je veux faire 2 courses par an, si je veux me prendre 4 mois de vacances, je peux le faire. Mais après, bon, je ne vais sûrement pas gagner de course, mais Ouais, c'est ça. ouais, j'ai un peu plus de liberté, quoi. Ouais, puis tes entraînements sont surtout plus variés. C'est très intéressant. Aussi, ouais. Alors, j'ai Antoine Ironman 20 qui dit qu'à 20 ans, tu fais un top 10 sur ton premier Ironman à Barcelone. Il trouve ça exceptionnel. Comment l'as-tu vécu à l'époque? Ouais, pour être très honnête, j'étais très déçu parce que j'avais cet objectif d'être le plus jeune à passer sous la barre des 8 heures. Même si maintenant la barre des 8 heures elle est moins mythique, mais il y a 6 ans, c'était un plus gros truc. Et donc je m'étais mis cet objectif en tête depuis peut-être 2 ans, de mes 18 ans à mes 20 ans, je voulais être le plus jeune à passer sous la barre des 8 heures, et je crois que j'avais fait 8 heures et 4 minutes, donc ça restait une belle performance, mais c'était pas ce que je voulais. Mais en fait, je pense que ce qu'on voit pas derrière, c'est que déjà dès l'âge de 8 ans, je savais que je voulais faire de l'Ironman, quoi. Donc c'est pas comme si j'étais né avec ce talent pour faire de l'Ironman. C'est vraiment un truc que mon père et moi on a cultivé sur des années et des années. Ouais. Papa doit être bien fier, j'imagine. Oui, je pense que, enfin, j'espère en tout cas. Moi, c'est une motivation pour moi, une motivation profonde. Sûrement une de mes plus grosses, c'est de rendre fier mes parents et ma famille, ouais, bien sûr. Alors, j'ai Anne Mindset qui dit en 2023, tu as dominé dès la natation. C'était réfléchi tactiquement, j'imagine que oui. Oui, il peut y avoir des tactiques. Prédites, mais en fait, quand le jour de course, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On est 50 ou même plus cette année, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut un peu être flexible, on va dire. Et en fait, il y avait un moment où je me suis rendu compte que l'allure de natation n'était pas assez élevée, qu'il y avait encore tous les gros coureurs dans le groupe. Donc, j'ai essayé un peu de mettre la poignée dans l'angle, comme on dit, et de faire un peu un écart. Et c'est vrai qu'on est sorti avec quelques minutes d'avance sur Patrick et Magnus, qui ont ensuite fait deuxième et troisième. Donc je pense que c'était la bonne stratégie. Ouais. Parfait. J'ai Greg British French. Né en Angleterre, élevé en France, quelle identité te correspond le plus? C'est une bonne question. Moi, j'adore les Anglais, mais j'adore vivre en France. Donc je pourrais pas trop répondre à cette question. Moi, je m'identifie quand même. Je pense que je suis très anglais dans ma personne, parce que j'ai grandi avec 2 parents anglais et avec beaucoup d'amis ou de stagiaires, des amis de mes parents qui venaient et qui étaient anglais. Mais à la fois, je sais que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui sans tout ce qu'a apporté la France et son environnement. J'aurais pas pu aller rouler 3 heures dans les Pyrénées ou aller dans des sports-études ou dans des pôles France. Donc il y a plein de choses que la France m'a apporté, et donc je suis très très reconnaissant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je choisis de représenter la France, parce que je pourrais également représenter l'Angleterre. Ouais. Ils doivent être déçus, les Anglais. Et ils ont Lucie Charles, c'est bon. C'est pas faux. Alors, j'ai Sophie Injury. Aroth, tu as quasi abandonné et au final, tu gagnes. Ton secret pour ce rebond? Je dirais, mon secret pour ce rebond, c'est l'équipe autour de moi. Ils ont continué de croire en moi. Même l'organisateur de Roth lui-même, il a continué de croire en moi. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait la différence, quoi, parce qu'on a beau dire, ouais, moi je suis solide dans la tête, mais on a tous des moments de doute. Et sauf que si on est bien entouré, en fait, on les surmonte, ces moments de doute. Et que ce soit ma copine ou ma famille, ils ont continué de croire en ce projet. Et c'est vrai qu'on s'y attendait vraiment pas, parce que entre du début de l'année jusqu'à Challenge Roth, j'ai fait 10h40 en moyenne semaine, ce qui pour un pro n'est vraiment pas beaucoup. Mais par contre, j'avais fait tout ce que je pouvais faire à côté, que ce soit au niveau nutrition ou sommeil ou les gains marginaux, ouais, au détail près. Ouais, que ce soit sur le vélo ou quoi, j'ai vraiment tout recherché, et ça a suffi pour gagner la course. Magnifique. Alors là, j'ai Clara Kahn qui pose une question. À Cannes, tu as couru 20 km avec ton vélo après une casse. Toujours ce souvenir? Ouais, bien sûr, toujours ce souvenir. C'est la première fois que j'ai rencontré Jackie. Et
Et ouais, en fait, ce que les gens savent pas, c'est que c'était pas forcément voulu de base. Enfin, d'aller finir la course, c'est que j'étais premier devant Gomez, qui pour moi était mon idole. Et donc là, j'ai un problème mécanique, mais j'étais encore loin. Et en fait, je commence à monter jusqu'au prochain ravito avec mon vélo sur l'épaule. Et c'est d'ailleurs là où Jackie a pris une photo qui a vraiment fait le tour du web. Et j'arrive en haut et je demande à un bénévole d'appeler mon père pour venir me chercher. Et je sais plus, ils n'avaient pas de téléphone. Ah non, c'est mon père répondait pas au téléphone, c'est ça. Et donc ensuite, il me restait une longue descente. Donc je fais la descente en fait sans pédaler. Et j'arrive en bas et je redemande à un bénévole. Et là, mon père répond toujours pas. Et donc petit à petit, en fait, je suis arrivé au parc 3 heures plus tard. Et, euh, et ensuite, je me suis dit, bon, ben là, tu as fait 16 km sans chaussures avec un vélo. Donc autant faire 16 km avec des chaussures, avec des spectateurs. Ça sera, ça sera plus agréable pour finir. C'est clair. Donc j'ai quand même fini. D'ailleurs, je pense, enfin, c'est sûr même, mais ça reste la course à pied où j'ai doublé le plus de monde sur la partie pédestre. Ouais. Quel souvenir. Alors, une question de Marc Tri. Tu as quitté ta famille à 13 ans pour Font-Romeu. Comment as-tu géré cette transition? Ouais, c'était une année assez dure quand je suis parti, parce que forcément partir à 13 ans de chez ses parents, c'est pas tous les gosses qui font ça, mais je savais déjà ce que je voulais et je savais qu'il fallait pas que je loupe cette opportunité. Ouais, j'ai eu la chance de rejoindre un sport-études à Formeux avec un super coach et qui a su trouver un équilibre en fait et pas trop me pousser trop jeune. Et même si c'était des années dures, on va dire, où ma famille me manquait, c'était aussi parmi les meilleures années de ma vie, où j'ai aussi très vite grandi. En fait, quand tu es seul à 13 ans en sport-études, enfin en internat, tu grandis vite. Donc voilà, enfin, je le conseille pas à tout le monde. Par exemple, mon frère, lui, il n'est pas parti en sport-études, mais moi, je savais ce que je voulais, et donc je savais qu'il fallait que je fasse quelques sacrifices, quoi. Incroyable. J'ai Nina Leeds, l'Ironman de Leeds en 2025. Victoire avec record et ton grand-père sur le podium. C'était comment? Ouais, c'était super sympa. Mon grand-père m'a donné la médaille à l'arrivée, et ça c'était cool. Ils habitent à 2 heures, mais ils aiment pas trop prendre l'avion et tout, donc c'est rare pour eux de pouvoir voir mes courses. Euh, ouais, de faire ça devant toute la famille, parce que mon père est du nord de l'Angleterre, donc c'était un vrai honneur. Ouais. Alors, j'ai Alex T100 Mind qui te demande, alors moins de volume, mais alors plus de qualité. C'est quoi ton équilibre parfait? Ouais, ça dépend vachement de l'athlète, je dirais. Pour moi, chaque année, moi j'essaye d'apprendre, je reste sur mon chemin et je vais pas aller regarder ce que font les Norvégiens ou les Danois. Et pareil, donc là, je peux lui donner des conseils, mais il faut que lui, il trace sa route, quoi, et qu'il trouve ce qui marche pour lui. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui font du volume sans vraiment qu'il y ait un vrai but. Et donc, je fais beaucoup de qualité, mais quand je dis qualité, c'est pas pour autant que je fais de l'intensité. En fait, la qualité, c'est juste que quand je vais m'entraîner, il y a une raison derrière. Et je vais rarement, on va dire, aller faire 2 heures de vélo comme ça pour caresser les pédales. Parce que, en fait, pour moi, soit je dois entraîner mon corps, soit je dois le reposer. Et en fait, si tu es là, comme je dis, à caresser les pédales, tu n'entraînes pas vraiment ton corps parce que tu n'auras pas d'adaptation. Et à la fois, tu ne te reposes pas non plus, donc tu es en train de ralentir ta récupération. Donc voilà, avoir un but pour chaque entraînement, je dirais. Un but, mais il y a quand même une partie de feeling, parce que ça, en cyclisme, ça n'arrive plus jamais. Tout est étudié. Il n'y a pas un jour où tu te dis, mais là, j'ai les jambes, je suis en forme, je vais faire plus. Tu suis quand même au détail près un programme. Ouais, je suis un programme. Après, on se laisse une flexibilité avec mon père parce que ça, c'est l'avantage. C'est un de nos plus gros avantages, je pense, avec mon père, c'est que Parce qu'il te connaît. je le vois au quotidien, il me connaît, et ça peut être des petits trucs comme si on va à la piscine et que il voit que je suis pas de super humeur, on va dire, ben, il va peut-être se dire bon, ben, là, je vais pas lui mettre une énorme séance, quoi. Et même là, l'approche, on demande souvent qu'est-ce que tu fais en semaine de course, mais chaque semaine de course pour moi est différente. Là, j'avais 25 minutes de natation. Il y a 2 ans que j'avais gagné, j'avais couru 30 km. Mais parce que j'arrive pas dans la course avec dans le même état à chaque course, quoi. Donc, il faut vraiment essayer d'être flexible. Ouais.
Ok, ben en tout cas, un grand merci Sam, un super moment. On a appris à te découvrir encore un peu plus. C'était super intéressant. Juste pour terminer, si tu avais un mot à donner aux jeunes triathlètes qui sont vraiment fans, tu leur dirais quoi pour les motiver ou... Je leur dirais que déjà on peut en faire un métier, quoi. Parce que voilà, moi je vis une vie incroyable. Forcément, il y a des moments durs, mais honnêtement, le triathlon, c'est un bon sport pour être professionnel comparé à beaucoup de sports. Je pense qu'on a un bon équilibre entre pouvoir en gagner sa vie, mais aussi avoir une certaine flexibilité. Si par exemple tu es joueur de foot ou tu fais de la F1, ok, tu gagnes beaucoup d'argent, mais t'es pas vraiment libre en fait. Je pense que quand on te paye, généralement, c'est pas pour rien. Alors que nous, il y a un bon équilibre dans ce secteur. On peut être notre propre boss et tu peux vivre ta carrière comme toi tu le veux, avec les partenaires dont tu veux et avec le coach que tu veux. Donc voilà, c'est vraiment un sport très très cool. Moi, j'ai qu'un seul but, c'est de le rendre plus Le attirant. Ouais. promouvoir. Enfin, moi, quand j'ai des gosses, justement, ce moment où moi j'ai écrit que je voulais être triathlète professionnel et qu'on m'a dit non, je veux que le prochain gosse qui l'écrit, que le ou la prof lui dise pas non, quoi. Qu'ils le prennent au sérieux. Voilà. Ok, un grand merci Sam. Merci. Merci.